de l'organisation d'une conférence sur l'occupation et l'apartheid par une députée arabe d'opposition au sein même de la Knesset est bien la preuve qu'il n'y a pas d'apartheid en Israël. Ce que nous avons fait, c'est d'attirer l'attention du public sur la tenue de cet événement qui vise vraiment à diaboliser Israël, le délégitimer. Nous avons le plaisir d'être en ligne, en Zoom avec Maître Udi Bloch. Bonjour Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le vice-président de l'Organisation juive européenne, avocat au barreau de Paris et de New York, et que dans le cadre de cette activité au sein de l'Organisation juive européenne, vous luttez contre le boycott de l'État d'Israël. Et nous sommes également avec Vincent Cheba. Vincent, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Un fidèle dans les intervenants et sur Radio Kalita, vous êtes directeur du département francophone de NGO Monitor. Alors ensemble, je voudrais que nous revenions sur ce qui s'est passé hier à la Knesset. Un forum organisé par une députée de l'opposition. Il s'agit d'Aïda Touma Soliman, qui est une députée de la liste arabe unifiée, et un député de la coalition. Il s'agit de Mossi Raz, qui est député du parti Meretz, un parti qui figure parmi les 8 formations de la nouvelle coalition gouvernementale. Et ce colloque avait pour thème Israël entre occupation et apartheid. Un colloque au cours duquel a participé Omar Shakil, l'un des, on va dire, responsables du mouvement BDS, ou des fondateurs de ce mouvement avec vous. Alors je voudrais essayer de comprendre un peu quel peut être l'impact. D'abord, qu'est-ce que vous pensez tout simplement du fait que la Knesset organise dans ses locaux un tel colloque, un tel forum? Est-ce que cela risque de poser des problèmes, Maître Udi Bloch? Écoutez, un mot sur cette conférence. Je pense que l'organisation d'une conférence sur l'occupation et l'apartheid par une députée arabe d'opposition, c'est-à-dire qui ne fait pas partie du parti arabe qui est entré dans le gouvernement de coalition, au sein même de la Knesset, est bien la preuve qu'il n'y a pas d'apartheid en Israël. C'est une des preuves supplémentaires, mais il y en a de nombreuses que l'on pourrait détailler. Il n'y a pas d'apartheid en Israël. Alors maintenant, sur l'impact que ça pourrait avoir chez nous en France, dans notre combat contre le BDS, je voudrais dire un petit mot pour recadrer les choses. À l'OJE, l'Organisation juive européenne, nous luttons contre l'antisémitisme et l'antisionisme, qui pour nous est la même chose. Et dans cette lutte contre l'antisémitisme et l'antisionisme, il y a la lutte contre BDS, contre le boycott des produits israéliens et d'Israël en général, parce que ce mouvement, cette nébuleuse, draine des comportements et des propos antisémites. C'est pas nouveau. En 2010 déjà, il y avait eu le manifeste des 2000 personnalités qui soutenaient le mouvement BDS, et dans les commentaires suite à ce manifeste, il y en avait un particulièrement évocateur qui était « Vite, ramener les étoiles et les pyjamas rayés, après les produits, on va boycotter les juifs ». Ce qui posait déjà le débat de BDS et de la mouvance BDS. Et jusqu'à tout récemment, et ça, Vincent pourra vous en parler parfaitement bien, il y a le soutien croisé entre des collectifs pro-palestiniens qui soutiennent le boycott d'Israël et des mouvements terroristes comme le FPLP. Donc on voit bien qu'il y a une convergence des luttes antisémites et antisionistes, et nous luttons, nous, contre le BDS, tant sur le niveau devant les tribunaux administratifs, lorsque, par exemple, un Marwan Barghouti est fait citoyen d'honneur d'une localité française, ou devant les tribunaux judiciaires, lorsqu'il y a des actes de boycott dans les supermarchés, des affichages de boycott, ou sur les réseaux sociaux du boycott. Il faut bien savoir qu'en France, le boycott est une infraction autonome. Il y a un article du code pénal, l'article 225-2 du code pénal, et l'article 24-7 de la loi de 1881 qui condamne le boycott. Nous avons des décisions de justice, des tribunaux, des cours d'appel, de la Cour de cassation qui viennent condamner le boycott. La dernière décision de la CEDH de juin 2020, l'arrêt Baldassi,
contrairement à ce qu'on entend souvent dire, ne vient pas du tout remettre en cause le boycott. Cet arrêt vient simplement dire qu'il faut mieux motiver ou très bien motiver les décisions en rapport avec l'article 10 de la CEDH sur la liberté d'expression, mais cela ne remet pas en cause le boycott. Donc nous avons d'un côté un corpus juridique législatif français qui vient condamner fermement le boycott, ce qui a été reconfirmé par un communiqué de la chancellerie d'octobre 2020 en France. Et puis d'un autre côté, nous avons cette conférence qui est organisée par Israël, qui pourrait être considérée par nos opposants comme une sorte de légitimation de ce prétendu apartheid en Israël, et qui viendrait donner un peu de force à ce que disent nos contradicteurs devant les tribunaux, qui viennent dire, mais en fait, tout ça, c'est un débat d'idées, c'est un débat politique. Lorsque l'on vient boycotter Israël, on vient porter une voix politique, et ce sont les organisations juives, comme la nôtre, qui viennent porter ce débat politique dans l'enceinte judiciaire. Ce n'est pas du tout le cas. En France, le boycott est une infraction. Lorsque l'on fait un colloque sur les violences conjugales, on ne légitime pas les violences conjugales. Mais là, c'est la même chose. Le fait d'organiser cette conférence, hormis le fait que Israël veuille montrer qu'elle est une véritable démocratie au point d'organiser une conférence sur l'apartheid dont on l'accuse en permanence dans ses lois et sur le terrain, hormis ce fait-là, il ne faut pas se méprendre. Cette accusation d'apartheid est une accusation infamante et nous luttons, contre le BDS, contre ce boycott de l'État d'Israël, parce que le boycott en France et dans d'autres pays d'Europe est une infraction, il faut s'en tenir au texte de loi. Alors, je voudrais donner la parole à Vincent. Vincent, vu de NGO Monitor, qui lutte, on dire, effectivement, beaucoup à l'étranger contre le BDS, contre toute forme de boycott, est-ce que finalement, NGO Monitor n'a pas relâché la garde sur ce qui se passait à l'intérieur du pays? Et quand je dis à l'intérieur du pays, c'est même à l'intérieur de la Knesset, puisqu'il y a donc des députés qui ouvertement évoquent ce sujet dans l'enceinte même du Parlement israélien. Alors, non, nous n'avons pas relâché la garde. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est qu'Israël, comme vous le savez, c'est une démocratie. Et donc, dans une démocratie, en particulier à la Knesset, des députés ou des membres de la Knesset peuvent inviter les personnes qu'ils souhaitent. Encore une fois, on ne parle pas d'un débat ou d'un symposium qui a eu lieu dans le cadre d'une commission, comme la Commission des Affaires étrangères, mais simplement à la suite d'une invitation par 2 députés de la Knesset de ce symposium. Donc, c'est tout à fait légal de ce genre d'invitation. Et ça fait partie de la démocratie, de ses faiblesses de temps en temps. Donc, en aucun cas, nous avons appelé à annuler ce symposium. Par contre, ce que nous avons fait, c'est d'attirer l'attention du public sur la tenue de cet événement qui vise vraiment à diaboliser Israël, le délégitimer via des accusations et des calomnies, comme quoi Israël pratiquerait l'apartheid contre les Palestiniens et même contre les Arabes israéliens. Et à NGO Monitor, en fait, notre but, c'est de montrer qui est derrière l'organisation de cet événement, ou plutôt qui est derrière, on va dire, qui sont les invités à ce symposium. Et donc, nous avons vu plusieurs ONG, je crois qu'ils étaient 6 ou 7, dont Breaking the Silence, Shobrim Shtika, qui est en permanence en train de cracher sur les soldats israéliens, les accuser de tous les crimes. Vous avez aussi B'Tselem, ou alors l'organisation américaine Human Rights Watch. Et ces 2 organisations, donc B'Tselem et Human Rights Watch, ça fait déjà plus d'1 an qu'ils essayent donc d'inculquer le fait qu'Israël soit un État d'apartheid et qu'il y ait même, on va dire, un régime de suprémacistes juifs en Israël. Et donc, c'est dans le contexte de la publication des 2 rapports de B'Tselem et de Human Rights Watch qu'ils essayent aujourd'hui de faire venir ce débat au sein même de la Knesset. Donc, notre but, c'est donc d'informer le public de la tenue de cet événement et de montrer, on va dire, qui est, on va dire, les instigateurs de ce symposium. Et quand on sait, par exemple, que quand vous avez Omar Shakir, qui est donc le représentant de Human Rights Watch en Israël et dans les territoires palestiniens, mais qui n'habite plus ici,
qui a donc son visa de travail n'a pas été renouvelé suite à la décision de la Cour suprême de ne pas le renouveler à cause du fait que ça soit un des promoteurs du BDS dans le monde. Il faut savoir que Omar Shakir, il n'y a pas plus, on va dire vendredi dernier, a participé à exactement la même conférence en Turquie, mais entouré, on va dire, de personnes qui ont été condamnées pour terrorisme, pour leur appartenance donc au djihad islamique et au Hamas. Donc ça prouve qu'il y a quand même deux poids deux mesures. D'un côté, Omar Shakir va donc faire une conférence avec des terroristes sur ce sujet de l'apartheid, et après il va le faire en Israël 2-3 jours plus tard dans une démocratie exemplaire et vibrante. Donc ça montre encore une fois les deux poids deux mesures. Et donc notre but encore une fois c'est de montrer donc qui est derrière ce genre d'événement, que ce sont des personnalités qui sont extrêmement, on va dire, radicales. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes ces ONG, que ce soit Breaking the Silence, B'Tselem, Yesh-Din ou encore d'autres qui faisaient partie donc hier de ce colloque, c'est qu'elles sont financées en grande partie par des gouvernements européens qui sont censés être nos alliés. Donc ça aussi, c'est à NGO Monitor, c'est ce qu'on essaie de montrer. Alors, Audi, je voudrais revenir. Je tiens entre les mains une dernière édition du Actualité juive qui paraît à Paris et également aussi en Israël maintenant, et qui parle des habits neufs de la haine d'Israël, de désinformation, d'antisionisme, en particulier après l'opération Gardien des Murailles d'il y a un mois. On a ressenti très certainement une augmentation des expressions de la haine anti-israélienne. Il y a de nouveaux habits de la haine anti-israélienne. Vous l'avez remarqué, quels sont ces nouveaux habits, quelles sont ces nouvelles manières d'exprimer la haine d'Israël en France, en Europe? Ouais, vous savez, les habits maintenant ne sont plus très neufs. En 2014, lorsqu'il y a eu la dernière grande confrontation armée entre Israël et le Hamas, il y avait eu en France des scènes de quasi-pogrom à Sarcelles et à Paris notamment, mais dans d'autres villes aussi. Il y avait des synagogues à l'intérieur même de Paris et à Sarcelles qui étaient assiégées par une foule extrêmement violente, extrêmement hostile. Il y a eu des magasins tenus par des juifs qui étaient incendiés, caillassés, vandalisés, et les interviews qui étaient faites de ces jeunes qui venaient tout casser disaient la chose suivante: ce qu'ils font là-bas en Palestine aux Palestiniens, nous on le fait ici aux Juifs. Oui. Donc on voit bien que l'importation du conflit israélo-palestinien, c'est pas nouveau, et on voit bien la confusion qu'il y a dans la tête de ces personnes-là, la confusion entre un État israélien, une démocratie qui se défend contre les tirs de roquettes, contre les tunnels offensifs de terroristes qui viennent à l'intérieur d'Israël pour enlever des Israéliens, des civils ou des soldats quand ils le peuvent. Et puis en France, le transfert de ce conflit sur des citoyens français juifs. S'ils voulaient s'en prendre aux Israéliens comme ils le prétendent, aux sionistes entre guillemets comme ils le prétendent, ils iraient manifester devant le consulat d'Israël à Marseille ou l'ambassade d'Israël à Paris. Ils ne le font pas. Ils vont agresser des juifs dans la rue, ils vont caillasser des synagogues, ils vont brûler des magasins juifs. Donc on voit bien cette crispation, qui est une crispation en France communautaire, où l'on s'en prend aux juifs. Pourquoi? Mais parce que il y a eu, comme disait Vincent tout à l'heure, une telle diabolisation d'Israël. Israël est devenu le nouveau nazi dans la symbolique des contradicteurs, des opposants à Israël, que le nazi étant le diable absolu, on peut tout faire avec le nazi. Et de l'israélien au juif, du juif à l'israélien, il n'y a qu'un pas qui est largement franchi, et ça, on le voit tous les jours. Vous sentez, Audi, vous sentez que effectivement, c'est-à-dire votre action, elle a un impact, elle a un poids au jour le jour, où c'est véritablement, c'est extrêmement laborieux, et face à des gens qui ne sont pas des gens de bonne volonté, c'est extrêmement difficile de les faire changer d'avis ou de neutraliser même leurs intentions. C'est très compliqué. Nous intervenons devant les tribunaux principalement, mais nous intervenons aussi autant que nous le pouvons dans la sphère publique pour organiser des conférences et pour éduquer.
il y a deux pans de notre action. Nous essayons d'éduquer pour faire comprendre que il y a en face d'Israël des groupes terroristes qui sont le Hamas, le Djihad islamique, le Hezbollah, le FPLP. Et lorsque l'on tire en 10 jours 4600 roquettes sur des cibles civiles israéliennes, on ne cherche pas à faire la guerre contre un État et son armée, on cherche à tuer des civils sans distinction. Voilà. Et l'image de ces mouvements terroristes en France, qui sont des images que l'on appelle entre guillemets de résistance à un État comme l'État d'Israël, fait que beaucoup de jeunes qui sont versés dans cette hostilité-là ont du mal à comprendre que Israël est une démocratie, qu'il y a eu 7 ou 8 plans de partage qui ont été proposés entre Israël et les différentes entités palestiniennes. Ils ont tous été acceptés par Israël, tous refusés par les Arabes, que ce soit en 1948, avant 1948-1937 avec la commission Peel, puis en 48, puis dans les années 70, fin des années 70, puis dans les années 2000. Tous ces plans ont été refusés par les Palestiniens. On a donc un besoin de refaire la chronologie, de refaire l'histoire pour montrer que tout n'est pas la faute d'Israël et qu'il faut arrêter de braquer le projecteur contre Israël. Quand on voit ce qui se passe avec les Ouïghours en Chine, ce qui n'intéresse absolument personne, parce qu'allez demander à tous ces gens qui manifestent prétendument pour les Palestiniens ce qu'ils pensent des Ouïghours, ils ne connaissent pas. Ce qu'ils pensent des Palestiniens qui sont en Syrie et qui se sont fait littéralement tailler en pièces, d'un côté par Daesh, de l'autre côté par Bachar el-Assad. Ils ne connaissent pas. De ce qui se passe pour les Palestiniens au Liban, en Irak, ils ne connaissent pas. La seule chose qui les intéresse, c'est quand Israël est concerné. Et là, on voit bien que le prisme de ces pro-palestiniens, c'est un prisme anti-israélien, c'est pas un prisme pro-palestinien. Ils ne se battent pas pour les Palestiniens, ils se battent contre Israël. Pourquoi uniquement contre Israël ? Eh bien, c'est là qu'intervient la dimension antisémite. Moi, j'arrive pas à l'expliquer autrement. Ouais. Et donc, nous combattons à la fois pour les éduquer, ce qui est pas simple, et pour les faire condamner quand les infractions sont constatées. Et nous avons beaucoup de travail. Voilà. Alors, Vincent, une dernière question. Nous avons changé de gouvernement en Israël. Il y a une disparition du ministère des Affaires stratégiques, qui était en fait le ministère chargé, qui avait reçu le budget pour lutter contre le BDS, contre toute forme de haine anti-israélienne à l'étranger. Vous craignez aujourd'hui que il y ait des changements d'approche, que ce soit plus difficile pour vous, par exemple, d'agir avec le gouvernement dans la lutte contre le BDS à travers ces changements, ou finalement ça va être plus facile puisque ce ministère des Affaires stratégiques a été, on va dire, intégré au ministère des Affaires étrangères? Oui, tout à fait. Donc, comme vous avez dit, le ministère des Affaires stratégiques a été incorporé au ministère des Affaires étrangères, et c'était déjà le cas donc avant 2015 lorsque le ministère des Affaires stratégiques a été créé. Donc, je ne pense pas que ça pose de problème. Au contraire, je pense qu'il y aura beaucoup plus de coordination avec les différentes ambassades, on va dire, d'Israël à l'étranger. On pourra faire un travail peut-être plus effectif et plus efficace. Dernière question, Oudi, quels sont, en 2 mots, quels sont les projets d'action de votre organisation, par exemple l'Organisation juive européenne, à court terme ou à moyen terme aujourd'hui? Nos actions sont toujours les mêmes. Nous avons un département de veille Internet. Nous travaillons avec différentes organisations et notamment NGO Monitors que nous suivons beaucoup et que nous soutenons pour leur formidable travail de révélateur de tout ce que nous ne savons pas parce que nous ne le voyons pas, et NGO Monitor le moniteur très bien. Et grâce à ce département de veille, nous faisons toutes les actions que nous pouvons. Nous allons sur notre réseau de la société civile, de la société politique, pour essayer de faire bouger les choses
et de faire notamment poser, par exemple, au gouvernement les questions par des parlementaires lorsqu'il y a des interventions du Premier ministre, M. Castex, de M. le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, qui viennent nous dire qu'en Israël, il y a un risque d'apartheid lorsque l'on voit la situation comme elle se passe ces derniers mois, et nous intervenons pour rééduquer, si l'on peut dire, en toute modestie et avec respect, les membres du gouvernement sur la véritable situation en Israël, qui n'est pas une situation d'apartheid. Eh bien, messieurs, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce dossier au travers de cette initiative très controversée donc, de 2 députés israéliens à l'intérieur même de la Knesset. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation dans votre action pour défendre l'État d'Israël et bonne journée. À bientôt. Merci à vous.